Depuis quelques années, et notamment la période du Covid, on a vu arriver sur Internet un nouveau type de créateurs de contenu, ce que j'appelle les influenceurs journalistes. D'un côté, on a des journalistes de la télé ou de la presse qui ont découvert Internet et qui se sont mis à partager leur travail. Plus récemment, on peut penser à Alice Lucet qui a lancé son podcast. D'autres journalistes ont vraiment pris la deuxième casquette d'influenceur. On pense à Samuel Etienne qui s'est mis à Twitch et qui aujourd'hui travaille presque autant en tant que journaliste ou présentateur télé que en tant que streamer et influenceur. Et puis de l'autre côté, on a eu des créateurs de contenu qui se veulent journalistes et qui ont lancé des médias. L'exemple parfait, c'est Hugo Décrypte. Aujourd'hui, Hugo Décrypte, c'est la première source d'information chez les jeunes sur Internet. Et ça fait poser des questions parce qu'à la base, Hugo Décrypte, il vient pas du journalisme. On peut se demander pourquoi est-ce que nous, les plus jeunes, on a attendu de voir des influenceurs pour nous informer. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans d'avoir des gens dont c'est pas le métier qui finissent par être le pilier ou le visage principal de ça? Est-ce que c'est juste une évolution naturelle ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème à aller résoudre? Parce qu'à la base, un journaliste, c'est quelqu'un qui fait de l'investigation, des enquêtes et qui suit une déontologie précise basée sur les faits. Sauf que quand on a un influenceur qu'on aime bien, dont on a envie de connaître l'opinion et qu'à côté il nous parle d'actualité comme un journaliste, on peut croire que les faits sont ses opinions ou inversement et être biaisé par ce qu'on appelle notre relation parasociale, le rapport qu'on a avec le créateur. De l'autre côté, un influenceur, lui, pour gagner de l'argent, à la base, il doit faire des collaborations rémunérées. Et du coup, forcément, quand on a cette double casquette journaliste-influenceur, on a d'un côté le journaliste qui est censé se baser sur des faits, et l'influenceur qui fait des collaborations avec des marques, et ces marques-là, elles veulent pas forcément que tous les faits soient révélés, ou que le journaliste le critique. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre, ne pas se faire corrompre finalement, quand on doit vendre pour gagner sa vie, tout en étant journaliste avec une déontologie? Parce que mêler les faits avec la publicité, souvent ça fait pas bon ménage. Et c'est pas normal qu'un Samuel Etienne se retrouve à faire de la publicité pour des lobbies de la viande. Si vous voulez en apprendre plus, regardez la vidéo jusqu'au bout. Faut-il croire les journalistes influenceurs? On en parle aujourd'hui, bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Sur cette chaîne YouTube, je parle de sujets culturels et d'actualité, et je viens analyser un petit peu les biais, les manipulations dans lesquelles on peut tomber, sans vraiment qu'on s'en rende compte. On essaye ici de déconstruire des systèmes, de mieux comprendre comment la société fonctionne. J'essaie d'apporter un regard social sur des sujets qu'on connaît tous. Par exemple, j'ai fait une vidéo qui parlait de l'affaire Sarkozy, ou une autre qui parlait des problèmes avec les marques des influenceurs, notamment de celle de Lena Situation. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune prochaine. Pour préparer cette vidéo, j'ai eu l'aide de Amélie de Paye ton influence, qui m'a donné pas mal de sources et de news à propos de problèmes de scientifiques, de journalistes, qui sont devenus influenceurs, et des problèmes de déontologie avec les marques avec qui ils travaillaient. Je vais mettre les sources dans la description si vous voulez en apprendre plus, et n'hésitez pas à aller checker Paye ton influence pour aller découvrir les dessous du monde de l'influence et des problèmes que ça peut engendrer. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les réseaux sociaux sont devenus la première source d'information chez les jeunes. Au départ, beaucoup de journalistes redistribuaient sur les réseaux, ou beaucoup de médias en tout cas, que ce soit la presse, la télévision, ou même la radio. Ces médias proposaient du contenu sur les réseaux qui était juste une redite de ce qu'ils faisaient pour diffuser au plus grand nombre, ou alors avec des articles de blog de leur site web. Au départ, il n'y avait pas de contenu fabriqué pour les réseaux directement. Avec le temps et l'avènement de la vidéo, et notamment de la vidéo courte, sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, on a vu pas mal de monde qui s'est mis à parler d'actualité et parler de sujets politiques à sa manière. Des créateurs de contenu qui étaient étudiants en sciences politiques voulaient parler de sujets d'actualité qui les touchaient et se retrouvaient à filmer des TikTok, à faire des interviews, à faire des podcasts de discussion. Et ils ont créé un lien entre actualité et contenu incarné. Le contenu incarné, c'est vraiment la base finalement d'Internet, parce qu'à la base, Internet, YouTube et les plateformes de vidéos, ça permettait à tout le monde de partager son point de vue. Les spectateurs pouvaient se reconnaître dans le contenu parce qu'ils avaient l'impression de parler à un ami, à quelqu'un qu'ils connaissaient, comme peut-être ce que vous êtes en train de ressentir en regardant ma vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui a très vite plu aux marques et aux gens de pouvoir. Parce que si on a quelqu'un qui est capable de rentrer dans la tête de son audience, de lui parler comme à un ami, quand on veut vendre quelque chose, ça a encore plus d'impact, et quand on veut vendre une idée, c'est encore plus puissant. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec l'époque du Covid, on a vu apparaître des influenceurs actualité. On peut penser à Hugo Décrypte qui pendant le confinement a fait une revue de presse tous les jours, et il est vraiment devenu le relais d'information pour les jeunes, parce que sur Internet, c'est plus rapide à fabriquer et plus rapide à diffuser. Pas besoin d'allumer la télé, d'attendre pendant des plombes le programme d'avant pour avoir l'information. Sur Internet, l'information elle est donnée tout de suite. Et dès cette époque-là, on a déjà vu quelques problèmes de la casquette journaliste-influenceur. Des gens qui n'étaient pas journalistes sont devenus des relais de la presse, des relais d'information, avec une certaine autorité, en tout cas chez les jeunes, sauf qu'ils ne sont pas journalistes et qui du coup ils ont pu se faire avoir ou se faire manipuler sans vraiment savoir comment réagir à ça. Un exemple d'influenceur qui est aussi un peu journaliste dans l'idée, c'est Gaspard G. Gaspard G, il a fait pas mal de vidéos sur l'histoire d'Emmanuel Macron, l'histoire de gens politiques.
ou sur des sujets d'actualité. Et pendant le Covid, il s'était fait connaître aussi avec une interview de Jean Castex. Et en tant qu'influenceur, c'était vu comme une réussite. Les gens qui avaient grandi avec Internet, que personne ne regardait, qui était un contenu très niche, où les gens de pouvoir ou les grands médias ne les regardaient pas, en fait, ne leur parlaient pas, voir le Premier ministre arriver sur une chaîne YouTube, ça sonnait comme une réussite personnelle. Et c'est ça un des premiers problèmes avec les influenceurs journalistes, parce qu'un journaliste qui invite Jean Castex à l'époque, il sait comment réagir, il sait quelles questions poser pour ne pas se faire avoir par une langue de bois, par une source ou une information qui serait fausse ou qui serait pas complètement vraie, complètement parfaite. Mais un influenceur qui reçoit le Premier ministre et qui voit ça comme une réussite, il va être un peu biaisé avec son interview, parce qu'il va être content de la faire. Quelqu'un comme Gaspard G, à côté de ça, il a aussi une agence où il gère des influenceurs et des créateurs de contenu, notamment des anciens journalistes ou des gens qui sont encore journalistes actuellement. Et du coup, il a une triple casquette de patron d'entreprise, patron d'agence, créateur de contenu et journaliste. Je ne sais pas s'il a sa carte de presse, mais en tout cas, son contenu peut rappeler du contenu journalistique. Et ces trois casquettes-là, ces trois métiers, ces trois intérêts différents qui parfois ne vont pas ensemble. Gaspard G ou Hugo Décrypte, c'est pas les seuls qui parlent de politique ou qui parlent de sujets d'actualité. On a vu plein de gens, notamment sur Twitch, parler de sujets de news. On peut penser à Daniel Raz, à Backseat, Jean Massier, Usul, et aussi plein d'autres petits créateurs sur leurs comptes respectifs qui n'ont pas forcément une émission précise, qui vont parler ou donner leur avis. Les news, c'est devenu une sorte de terrain, une sorte de théâtre, où plein de créateurs se permettent de donner leur avis sur ce qui se passe en ce moment, et c'est tout à fait normal au final, parce que tout le monde a le droit de donner son avis. Ça crée de l'intérêt chez les jeunes pour des sujets politiques dont on parlait pas forcément avant, mais ça vient aussi se retrouver en opposition avec les besoins d'un influenceur, c'est-à-dire de faire des vues, de faire des collabs. Quand ton but à la base c'est de faire des vues et de gagner ta vie avec ton travail, que t'es pas totalement indépendant, si tu parles de sujets d'actualité, tu vas choisir des sujets d'actualité qui sont plus sensationnels ou qui font plus polémique. Pas forcément les sujets les plus importants. Et puis même dans le traitement de l'information, les vidéos seront pas totalement parfaites, il n'y aura pas forcément toutes les sources, parce que faire une vidéo complète avec tout ce qu'il faut savoir, ça peut être long et chiant. Donc l'information doit être rendue digeste pour les jeunes, elle doit être rendue un peu sensationnelle pour que ça devienne viral, et créer de la polémique pour qu'il y ait des réactions. Et on se retrouve finalement avec l'actualité qui est utilisée pour créer des dramas ou pour créer des buzz. Et après ça, c'est pas que les influenceurs qui le font, tous les journalistes au final aujourd'hui sur internet le font, même à la télévision quand on regarde CNews ou TPMP, c'est des gens qui veulent créer aussi du buzz avec chaque information qu'ils partagent. Le problème des journalistes influenceurs, des gens qui parlent d'actualité sur internet, c'est qu'ils se retrouvent du coup avec plein d'intérêts différents qui sont contradictoires. L'influenceur veut gagner sa vie et doit faire des collabs avec des marques, mais le journaliste en lui doit se baser sur des faits et ne pas se laisser corrompre. Mais si on travaille avec une marque d'un énorme groupe, peut-être que cette marque va nous couper les vivres si on parle d'un sujet qui ne lui plaît pas. Donc le journaliste est biaisé pour que l'influenceur puisse gagner sa vie. Et c'est tout à fait normal qu'un influenceur ait envie de gagner sa vie avec son travail et fasse des collaborations. Mais quand il a une casquette de journaliste qui est vue comme une autorité par les jeunes notamment, il peut se faire manipuler même sans s'en rendre compte pour ne pas finir à la rue tout simplement. Ça c'est pour l'exemple d'influenceurs qui parleraient d'actualité, mais le plus gros problème vient plutôt des gens qui sont journalistes à la base, qui connaissent la déontologie, qui ont travaillé là-dedans et qui finissent par devenir influenceurs et par être vendus à des marques. Il y a un exemple assez frappant, c'est celui de Samuel Etienne. Moi j'aime bien Samuel Etienne, depuis longtemps, depuis le début, j'étais très content de le voir arriver sur internet. Je trouve que c'est un vent de fraîcheur aussi d'avoir un adulte, quelqu'un de plus âgé qui vient parler aux jeunes, je trouve ça super. Sauf que Samuel Etienne, il s'est retrouvé à faire pas mal de collaborations avec des lobbies. Un lobby, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui va se battre, faire de la promotion pour défendre les intérêts d'une marque ou d'une cause. Le lobby de la viande, par exemple, va agir pour empêcher des lois sur la cuisine végétale ou bloquer le non-steak donné à des steaks de soja, parce qu'ils veulent promouvoir la viande contre le végétal. Le lobby de l'agriculture intensive va vouloir faire croire que l'agriculture intensive n'est pas dangereuse pour les bêtes ou que c'est pas trop polluant. Donc les lobbies en fait font des techniques de manipulation, font des campagnes marketing pour faire passer des idées. Et quand on a quelqu'un comme Samuel Etienne qui est censé être journaliste à la base, donc quelqu'un qui est basé sur les faits, qui est vu comme une figure d'autorité, qui se retrouve à travailler avec Intercéréales pendant le salon d'agriculture et à nous parler de la culture intensive et que finalement ça va, en fait c'est dangereux. Même si lui il est peut-être sincère dans ce qu'il dit et qu'il croit bien faire les choses, il s'est retrouvé payé par un lobby à faire de la publicité pour les jeunes, et les jeunes ont toujours en tête l'image du journaliste derrière, donc ils croient que c'est vrai, ils croient que c'est une information et pas une opinion du lobby. Plusieurs lobbies de la viande, du lait ou de l'agriculture intensive des céréales ont payé des influenceurs comme Samuel Etienne, mais aussi Jamie Gourmaud, qui lui a plus la casquette de scientifique aux yeux des gens, et donc une autorité qui peut aussi jouer sur l'image qu'on a d'un sujet. On va croire que Jamie Gourmaud nous parle de quelque chose et que c'est forcément vrai, parce qu'on a grandi avec C'est pas sorcier, alors qu'il n'est pas scientifique à la base.
Et ça, c'est un gros problème parce que beaucoup de marques et de lobbies utilisent des influenceurs qui sont catégorisés comme journalistes ou comme scientifiques ou vulgarisateurs scientifiques, qui ont donc une autorité aux yeux de leur audience. Et ces marques-là vont les payer pour faire la promotion d'idées qui ne sont pas des idées basées sur des faits, mais qui sont des opinions de ces lobbies. Et ces marques-là sont très douées pour faire passer leurs idées en donnant l'impression que c'est un peu indolore, que même les influenceurs sont contents de travailler avec eux. Longtemps, on a eu les produits laitiers sont nos amis pour la vie, ce slogan-là, on l'a entendu partout, notamment dans des vidéos de McFly et Carlito et Squeezie ou même Mr V, je crois, parce que c'était sponsorisé par le lobby des produits laitiers. Plusieurs de ces influenceurs regrettent d'avoir travaillé avec un lobby il y a quelques années, mais ils ont pris du temps avant de s'en rendre compte parce qu'à l'époque, ça avait l'air plutôt cool de travailler avec les produits laitiers parce qu'on se disait tout va bien, on aime bien les yaourts, on va travailler avec eux. Sauf que c'est un lobby derrière qui a des techniques de manipulation, qui veut faire passer des idées qui ne sont pas des faits. Et si tu ne te rends pas compte de ce que tu partages à ton audience et que même l'audience ne s'en rend pas compte, on se fait tous manipuler sans l'avoir vu venir. Aujourd'hui, les marques et les lobbies cherchent même plus à être cool chez les jeunes en travaillant avec McFly et Carlito ou Squeezie, mais plutôt à avoir l'air sérieux. Et du coup, ils vont aller chercher des vulgarisateurs scientifiques, des journalistes qui deviennent influenceurs. Et Samuel Etienne notamment, il a été plusieurs fois épinglé par des médias sur le problème déontologique d'être un journaliste et de faire la promotion de lobby. Et depuis, il a retiré le mot journaliste de sa bio sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se décrit plus comme journaliste, mais avant tout comme influenceur. Sauf que dans la tête des gens, il est toujours quelqu'un de la télé, quelqu'un qui a une autorité. Et une autorité, on ne doit pas jouer et faire n'importe quoi avec. Comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce problème déontologique entre l'influenceur et le journaliste, entre celui qui vend, celui qui fait une promotion, et celui qui doit être basé sur les faits, ça vient pas seulement d'Internet à la base. Il y a un exemple incroyable que Amélie de Paye ton influence m'a partagé. McLexguy, le gars de E égale M6, qu'on a toujours vu comme un scientifique à lunettes, un savant, et avec l'image du savant qu'on imaginait en fait de quelqu'un de scientifique. Eh bien Max Lexguy à la base, il n'est pas scientifique, il a une boîte de production qui s'appelle Link Production, qui fait E égale M6, et les premiers clients de cette boîte de production, c'est des marques comme Casino, Total, marque extrêmement polluante, et Interbev, le lobby de la viande et de l'élevage bovin. Quand tu as pour principal client des grosses marques et des lobbies, et que tu as une émission scientifique à côté, forcément ça crée des ennuis. Et plusieurs fois, McLexguy a été épinglé sur son émission ou sur des documentaires qu'il produisait parce qu'il reliait des informations fausses, des fausses idées sur l'élevage intensif, sur le lait, des idées que les lobbies voulaient qu'il partage. Sauf que nous, on n'est pas au courant et on croit que c'est de l'information et que c'est de la science et que c'est de la vérité. Tout l'enjeu pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce qui est une information, c'est-à-dire un fait basé, neutre, quelque chose qui est arrivé, qui est prouvé, et une opinion, c'est-à-dire un jugement moral sur des faits. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des médias d'opinion un peu partout qui foisonnent. Même à la télévision, une émission comme TPMP, c'est devenu une émission d'opinion. C'était déjà de base une émission d'opinion, ils donnaient leur avis sur les émissions de télé. On avait des chroniqueurs qui étaient des gens de la télévision qui donnaient leur avis là-dessus et qui savaient plutôt de quoi ils parlaient. Petit à petit, les sujets ont été plus variés, on a parlé de beaucoup de politique, beaucoup de sujets d'actualité, avec des chroniqueurs qui n'étaient pas du tout experts en fait dans ces sujets, qui donnaient juste leur avis. Sauf que quand tu es à la télévision, que tu es filmé, que tu as le présentateur qui te pose des questions, les gens qui te regardent croient que tu es un expert ou croient que tu as un avis intéressant à dire. Ton opinion, qui est juste une opinion comme une autre, elle va être magnifiée et mise en avant à la télé. Beaucoup d'émissions avec des chroniqueurs qui donnent leur avis sont des émissions d'opinion. Certaines se basent un peu plus sur les faits que d'autres, avec des chroniqueurs politiques qui vont amener du fact-checking, mais ça reste toujours des émissions d'opinion. Et le fait de mettre autant en avant les opinions de tout le monde, l'avis de chacun, l'avis du boucher du coin ou du mec qui passe dans la rue à côté, les micro-trottoirs, eh bien on se retrouve dans un monde où tous les avis se valent, tous les avis sont entendus de la même façon, celui de l'expert, celui d'un scientifique, comme celui d'un mec qui ne sait pas du tout de quoi on parle. Beaucoup de chercheurs appellent notre époque une époque de post-vérité. La post-vérité, c'est une époque où l'information, les faits valent moins que les émotions, valent moins notamment que les émotions de celui qui va transmettre l'information. Et on se retrouve avec des dirigeants comme Trump ou Elon Musk qui peuvent donner un peu leur avis sur tout. On cherche même plus à savoir si ce qu'ils disent est vrai, ou bien des chroniqueurs à la télé qui ont toujours un mot à dire sur des sujets qu'ils connaissent pas. La post-vérité, ça vient aussi avec une ère de la peur du complot, et au lieu de vraiment comprendre comment tout ça fonctionne, on va un peu avoir peur de tout le monde. Quand tu as peur de tout le monde, en fait les gens peuvent utiliser ta peur pour te corrompre. La post-vérité, c'est aussi une technique pour des gens qui nous dirigent, pour faire passer un petit peu ce qu'ils veulent. On va noyer les gens d'informations, de scandales, de polémiques, de problèmes, de petites phrases qui sont sorties dans un tweet, pour qu'à la fin, en fait, on ne comprenne plus quelle information mérite d'être dite. Et ça, c'est quelque chose que je vois aussi chez les influenceurs journalistes. Quand on regarde les actus du jour ou bien un post Insta d'Hugo Décrypte,
On va avoir une information sur une guerre, sur quelque chose d'important, de grave, et le slide suivant, c'est une trend TikTok. Et c'est mis à égalité sans que personne se rende compte du problème. C'est ce qui était plutôt grave aussi avec Twitter à l'époque. Quand Twitter est arrivé, tout le monde donnait son avis, et tous les tweets avaient finalement la même typo, la même forme, donc on ne pouvait pas savoir quel tweet méritait plus d'être vu qu'un autre. On se retrouve avec un amas d'informations, on ne sait même plus lesquelles choisir, lesquelles décider d'écouter, et parfois on finit juste par arrêter de croire qui que ce soit et arrêter de s'informer. La post-vérité, c'est un monde où toutes les informations se valent, toutes les émotions deviennent des informations, et l'avis de chacun est une info comme une autre, comme si mon avis ou ton avis était un fait en soi, et une preuve scientifique. Et on se retrouve du coup avec une perte d'autorité du travail de journaliste, où des gens qui font des enquêtes, qui vont chercher des faits et des preuves, sont juste vus comme des gens qui donnent leur avis, comme les autres. Et moi je prends un exemple, j'aime beaucoup défendre Mediapart, parce que Mediapart c'est quand même un des seuls médias en France qui est indépendant, qui marche bien, et qui en plus a un impact. Actuellement Mediapart, ils ont sorti une affaire, l'affaire Sarkozy, il y a un procès de Nicolas Sarkozy actuellement. C'est un média qui est important, qu'on doit tous défendre parce qu'il est indépendant, qu'il n'est pas payé par aucune marque ou aucun lobby, que c'est les gens qui financent eux-mêmes en achetant un abonnement, et qu'ils font des enquêtes de journalistes. Et quand on regarde à la télévision des gens qui parlent de Mediapart, notamment des politiciens ou des célébrités, c'est toujours pour critiquer Mediapart, pour se défendre d'une accusation, et toujours citer Mediapart comme un média corrompu par la gauche ou corrompu par la France Insoumise. Sauf qu'en fait Mediapart n'est lié à aucun parti, et qu'ils ont même critiqué la France Insoumise et plein de partis de gauche, et qu'ils ont fait des enquêtes sur eux. Quand on voit un média qui va sortir des affaires sur des politiciens, on va croire que c'est une attaque du parti politique adverse. Alors que cette enquête, elle est basée sur des faits et sur des preuves. Les attaques que beaucoup de gens font contre Mediapart, par exemple, et pour aussi d'autres médias qui lanceraient une enquête, ça fait partie aussi de cette ère de la post-vérité. Quelqu'un qui vient donner des faits, on va croire qu'il donne un avis et qu'il n'est pas content et qu'il vient juste attaquer son adversaire. Alors que c'est un fait qu'il y a une enquête et que Mediapart, par exemple, a longtemps eu des procès pour diffamation et ils les ont tous gagnés parce que jamais ils ont diffusé des informations qui étaient fausses, erronées, sans avoir de preuves sur quelqu'un. Aujourd'hui, on est dans une époque où beaucoup de gens peuvent se croire journalistes ou se faire croire journalistes. Il suffit d'avoir un petit peu une voix plutôt neutre, un ton un peu journalistique comme on dit, et on va donner l'illusion de cette autorité, et on se retrouve du coup avec des gens dont on ne sait pas s'ils gèrent vraiment la déontologie journalistique, s'ils la suivent bien, des influenceurs qui vont faire des collabs avec des lobbies, sans même se rendre compte du problème, ou des soi-disant journalistes à la télévision, qui eux donnent leur avis sur tout et n'importe quoi sans même connaître le sujet. On finit par mélanger opinion et fait, et c'est ça le plus grand danger qu'on peut avoir à notre époque de ce qu'on appelle la post-vérité. Un avis, une opinion, c'est pas une vérité, c'est juste un avis. Et on se retrouve vraiment avec un mélange entre le journalisme et le marketing. L'illusion de l'autorité du journaliste, elle a été construite avec les images qu'on a eues à la télévision dans les médias de ce qu'est un journaliste. Et aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent juste copier cette image-là pour avoir l'air de dire de la vérité. Si on voit quelqu'un face cam qui parle avec une voix très neutre, qui vous donne des faits d'actualité, il peut vous dire ce qu'il veut, il aura l'air sérieux, il aura l'air journaliste. Vous ne savez pas s'il suit une déontologie, vous ne savez pas s'il est financé par un média, financé par un milliardaire ou bien un lobby. Le seul contenu qu'on voit nous donne l'impression que c'est une vérité ce qui est dit. Et dans des écoles de journalisme ou de sciences politiques, on apprend aux gens à avoir l'air journalistique. Je ferai sûrement une vidéo un jour sur les concours d'éloquence parce que c'est quelque chose qui me foudroie vraiment, je supporte pas ça. Les concours d'éloquence, c'est une sorte de petit théâtre finalement dans des écoles plutôt bourgeoises pour apprendre aux gens à faire de la langue de bois, à parler pour ne rien dire. On fait des grandes conférences sur des sujets qu'on ne connaît pas ou alors des sujets extrêmement lisses et bateaux. Tout le monde nous applaudit parce qu'on parle bien et qu'on présente bien et qu'on parle fort. Et à la fin, ce qu'on a dit, personne ne l'a vraiment retenu. C'est vraiment juste une mise en scène de l'acclamation, une mise en scène du discours, sans aucun fond et sans aucun enjeu derrière. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont devenus journalistes, qui ont fait des concours d'éloquence à l'école, qui ont appris à bien parler comme ça, et qui n'ont peut-être pas forcément bien appris la déontologie derrière. Ils maîtrisent la forme, mais pas le fond. Ça, je dis des gens journalistes, mais il y a beaucoup d'influenceurs qui ne sont pas journalistes, qui ont aussi appris ça à Sciences Po ou dans des écoles différentes, et qui utilisent cette autorité-là qui est donnée par la prestance de bien parler, l'éloquence qu'on peut avoir, pour partager des faits, ou plutôt partager des opinions et faire passer ça pour des faits. Si je fais cette vidéo, c'est parce que c'est tellement important aujourd'hui de faire la différence entre opinion et fait, de ne pas se laisser avoir par des marques, par des lobbies qui veulent nous partager des idées qui sont fausses et qui sont contre notre bien-être. Les lobbies de la viande, des céréales ou du lait, ils veulent pas notre bien, ils veulent vendre et faire de l'argent et ils payent des créateurs de contenu pour faire ça. Et quand ces créateurs de contenu, à côté de ça, ont une autorité de journaliste ou une image journalistique,
c'est encore plus dangereux parce qu'on va les croire plus facilement. Quand on voit des gens comme Musk ou Zuckerberg qui veulent plus mettre le fact-checking, qui veulent plus vérifier les sources sur leur contenu sur les réseaux sociaux, on voit vraiment le danger de ça, de se retrouver avec tout le monde qui donne son avis sur tout sans vraiment savoir de quoi on parle, sans avoir des faits, sans avoir des preuves. Dans un monde, comme je disais, de post-vérité, si on se laisse attraper par l'émotion parce qu'on a quelqu'un qui a l'air autoritaire, qui a l'air de s'y connaître, qui parle, et qu'on vérifie rien de ce qui est dit, et qu'on croit un peu n'importe qui, à la fin on se fait juste manipuler. Et puis on s'est retrouvé aussi avec plein de gens d'autorité qui, dès qu'un journaliste disait quelque chose qui leur plaisait pas, ils décrédibilisaient non pas l'information, mais le journaliste. Quand Mediapart critique Sarkozy, Mediapart est corrompu par la gauche. Si un journaliste sur le plateau de TPMP vient critiquer Bardella, il est vu comme quelqu'un qui veut juste l'attaquer et pas donner des faits. Au final, des vrais journalistes, ceux qui vont faire des enquêtes, qui vont donner de l'information avec des faits et des faits avérés, ils vont être décrédibilisés par ceux qui ne veulent pas que ces faits sortent. Et nous, on va se retrouver à ne pas vouloir croire des vrais journalistes et croire quelqu'un qui aurait l'air plus journalistique que l'autre. Alors qu'un influenceur payé par un lobby, c'est pas un journaliste, même s'il parle de sujets d'actualité, mais c'est avant tout un businessman qui fait du marketing. Et quand on voit quelqu'un qui a cette autorité de journaliste, qui a l'air journalistique, qui a l'air d'être imposant et de dire la vérité, et que cette personne est payée par un lobby, eh bien c'est nous qui nous faisons manipuler, et ça c'est pas normal. Mais alors comment on fait aujourd'hui pour savoir qui est-ce qu'on doit croire? Quelle information mérite d'être entendue? Déjà il faut comprendre quand on regarde un média ou un créateur, à qui appartient ce média? Qui sont les milliardaires qui financent le média? Par exemple, Le Parisien c'est acheté par Bernard Arnault, donc tu verras jamais dans Le Parisien une critique d'LVMH. Le Monde, c'est Xavier Niel. Europe 1, Canal+, CNews, c'est Vincent Bolloré. Donc c'est déjà important de voir à qui appartient quel média. Ensuite, du côté des influenceurs, il faut comprendre comment ils sont payés, comment ils sont rémunérés. Est-ce que cet influenceur, il a des dons de la part de sa communauté? Est-ce que c'est seulement les vues sur YouTube qui le font marcher? Ou est-ce qu'il fait des collaborations avec des marques? Et si oui, quelles sont ces marques? Et puis il faut privilégier des médias qui sont indépendants. Parce que ces médias-là ne sont pas financés par des milliardaires qui vont vouloir changer la ligne édito. Et puis il faut changer aussi notre rapport à l'actualité et pas toujours chercher juste des actus et des petits faits et des petits dramas ou des petits scandales, mais plutôt aller lire des enquêtes, aller voir des choses qui ont pris des années à être écrites ou bien des chercheurs, de la recherche, parce qu'en fait toutes les informations ne méritent pas qu'on les écoute. En général, les informations qui sortent à chaud tous les jours, c'est des infos qui sont sensationnelles. Est-ce que ces infos méritent d'être entendues des semaines après? Pas forcément. Il faut comprendre quelque chose d'important, c'est qu'un fait divers n'est pas forcément un fait de société. On peut prendre l'exemple d'une insécurité, quelqu'un qui est poignardé quelque part dans une ville. Ce n'est pas forcément une preuve que la France entière est en insécurité. Il faut faire attention sur comment ça peut jouer sur nos émotions, parce que voir de la guerre ou de la violence tous les jours, ça nous fait du mal aussi. Parce que l'actualité, ça peut nous sidérer. Et beaucoup de gens de pouvoir veulent nous sidérer pour nous empêcher de changer les choses. Et pour finir, pour parler un petit peu plus des influenceurs journalistes. Moi, j'ai rien de personnel contre Hugo Décrypte, Samuel Etienne, c'est des gens que je trouve super intéressants, que j'aime bien. Mais il y a forcément une déontologie à garder, il faut faire attention, et nous aussi on doit faire attention quand on les suit, de savoir que ce ne sont pas tous des journalistes, ils ne suivent pas tous la déontologie, et surtout de faire attention quand il y a une collab, qui finance la collaboration? Quelle marque ou quel lobby a financé ça? Et ne pas croire ce qui est dit quand on a un lobby de la viande par exemple qui vient nous dire que l'élevage intensif c'est pas si mal. Il faut vraiment que les influenceurs qui parlent d'actualité, qui parlent de journalisme, arrivent à bien faire la part des choses, à pas se laisser manipuler, ou à pas se retrouver à manipuler leur audience sans faire exprès. Et nous tous, on doit se poser des questions sur les informations qu'on voit, sur qui nous ramène l'information, et quelle info est un fait et laquelle est une opinion. C'est vraiment un grand combat à faire qui peut être très dur. Savoir séparer le fait et l'opinion, ça va prendre du temps, mais je pense que c'est quelque chose où je pourrais en parler dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des questions là-dessus, ou des notions, des idées, des problèmes que vous avez vus autour de ça, de cette ère qu'on appelle la post-vérité, où la peur et les émotions passent avant les faits. N'hésitez pas à me partager votre ressenti sur ces influenceurs. Est-ce que vous aviez vu que Samuel Etienne avait travaillé avec des lobbies? Est-ce que vous étiez rendu compte quand vous regardiez une vidéo Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, que c'était un lobby, que c'est pas juste des gens qui aimaient les yaourts? Je suis sûr qu'on s'est pas tous rendu compte de ça, parce que c'est fait aussi pour qu'on s'en rende pas compte. Donc n'hésitez pas à partager votre point de vue là-dessus pour qu'on puisse un petit peu plus éveiller les consciences autour de ça. Et puis si ce genre de sujet vous intéresse, sujet d'actualité, sujet médiatique, j'en parle toutes les semaines, je sors une vidéo tous les dimanches pour parler de ce genre de problèmes de société. N'hésitez pas à aller checker les anciennes vidéos qui sont déjà sorties les derniers mois pour voir si des sujets vous intéresseraient. On se retrouve très vite pour de prochains contenus, portez-vous bien et à bientôt.